Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. L'Union africaine veut s'attaquer autrement au conflit sur le continent. Elle en a même fait le thème central de son 33e sommet ordinaire qui a pris fin ce 10 février à Addis Abeba en Éthiopie. Faire taire les armes est donc désormais le sacerdoce de l'organisation continentale. Mais comment y parvenir? Quel parcours pour l'organisation? Quel potentiel et quelle stratégie pour pacifier durablement le continent en vue d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063. 3 spécialistes avec moi pour en parler. Jean-Claude Félix Chikaya, vous êtes géopolitologue, géostratégiste, vous êtes par ailleurs sociologue, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. C'est-à-dire que la question sécuritaire est votre spécialité. On en parle au cours de cette émission. Merci à vous, M. Chikaya, d'avoir accepté notre invitation. Mahamat Asilek Khalata, vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de tchadanthropos.com. Merci à vous également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mboyo, vous êtes juriste, spécialiste des relations internationales. Vous enseignez d'ailleurs les relations internationales, par ailleurs chercheur en droit public. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. 9 février 2020. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, cède le témoin à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Dans son discours d'investiture, ou plutôt de remerciement, il déclare « Nous, Africains, devons assumer de plus grandes responsabilités pour faire en sorte que les richesses de l'Afrique ne soient pas source de pauvreté, que les bénédictions ne deviennent pas des malédictions, que nos richesses ne deviennent pas notre perte. » Fin de citation. Cette phrase à elle seule traduit le paradoxe africain. Être pauvre dans la richesse. Mais le président Cyril Ramaphosa et ses homologues du continent se veulent désormais rassurants. Ils entendent désormais trouver des solutions africaines aux problèmes africains, y compris en ce qui concerne la résolution des conflits. C'est un reportage signé Jacques Amboka, un de nos envoyés spéciaux à Addis Abeba en Éthiopie. Libye, Sahel, Somalie, la résolution des conflits armés est au cœur du sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, ouvert ce dimanche 9 février à Addis Abeba en Éthiopie. Un 33e sommet placé sous les thèmes « Faire taire les armes », une problématique complexe avec notamment la montée du terrorisme dans certains pays. La région du Sahel particulièrement connaît une recrudescence des attaques djihadistes. La Corne de l'Afrique, le Sahel et le bassin du lac Tchad sont aujourd'hui en guerre, une vraie guerre, où militaires et civils meurent par dizaines presque toutes les semaines. Des milliers d'enfants ont vu leurs écoles fermées, soit parce qu'elles sont détruites, soit parce que maîtres et écoliers se sont trouvés obligés de fuir. Une multiplication des conflits armés qui préoccupe les nouveaux présidents de l'Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui succède au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le chef de l'État sud-africain qui a d'ores et déjà annoncé l'organisation d'un sommet extraordinaire au mois de mai prochain à Pretoria. L'Afrique du Sud accueillera également un sommet extraordinaire sur l'initiative Faire taire les armes en mai 2020 pour se pencher sur la mise en œuvre du plan directeur de l'UA et la feuille de route. Les crises sécuritaires devraient encore être discutées ce lundi 10 février. Sont attendus également les rapports des chefs d'État sur les thématiques spécifiques, avant l'adoption de décisions et déclarations de la 33e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Jean-Claude Félix Chikaya, très rapidement, nous connaissons le contexte sécuritaire actuel du continent et voilà, les chefs d'État du continent qui disent « nous voulons des solutions africaines aux problèmes africains et nous voulons faire taire les conflits désormais sur le continent ». Une nouvelle dynamique politique, un nouveau paradigme? Un nouveau paradigme, j'espère. Mais en 2013, c'était déjà le même slogan, entre guillemets, le même mot d'ordre, faire taire les armes, avec qui était assorti dans le premier paragraphe, dans l'introduction même, 2013, 2020, c'est-à-dire qu'en 2020,
ce que nous avaient donc, ils devaient travailler à cela, toutes les chancelleries qui étaient aujourd'hui encore sur Addis Abeba en 2020, de sept conflits majeurs en Afrique, il ne devait plus en avoir en 2020. Oui. En 2020, nous avons plus de 20 conflits sur 55 pays à l'Union africaine. Donc on peut parler d'échec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'initiatives de part et d'autre, notamment afro-africaine, parce que c'est aussi le leitmotiv des solutions africaines. 54 solutions africaines. Donc on voit bien, on va prendre le Sahel, c'est un amoncellement, une addition quand même d'États fragilisés, voire faillis. Sur 5 armées du G5 Sahel, il y en a 3 qui n'étaient pas prêtes avant même qu'émerge cette crise sahélienne. Donc là, c'est l'apprentissage, la formation à pas forcer sur 40 années, sur 4 décennies, où malheureusement les armées étaient donc l'expression d'États faillis ou qui n'étaient pas assez efficients. On reviendra tout à l'heure en détail sur le parcours de l'organisation, déjà depuis l'ancêtre de l'Union africaine, l'OUA, en ce qui concerne le règlement des conflits. Patrick Mboyo, très rapidement avant que je ne passe à l'analyse, et Khalata, ça suppose aussi peut-être qu'il y a une disposition aujourd'hui qui privilégie la prévention des conflits. Faire taire les âmes, c'est aussi éviter que les âmes ne crépitent. Exactement, on peut dire dans ce sens que ça peut aller dans le sens de ce que vous dites, mais simplement qu'on ne connaît pas trop la démarche qui est prévue. Qu'est-ce qui est mis comme contenu derrière ce slogan? Avant, c'était mettre un terme à tous les conflits. C'était clairement dit ici. On a échoué. Maintenant, on a échoué. On ne sait pas. On reviendra dans la deuxième partie, effectivement, sur le bilan global de l'organisation en ce qui concerne le règlement des conflits. On verra. Les rapports se contredisent. Il y en a qui pensent que l'Afrique est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'était dans les années 80. En tout cas, on reviendra sur les détails. Mais vous, sauf que nous ne parlons pas des années 80, nous parlons des années 2010. On est d'accord. Nous sommes dans une nouvelle décennie, les choses n'ont pas vraiment évolué. Et puis derrière cela, derrière l'idée de vouloir faire taire les armes, il faut comprendre aussi quelle est la cause. Qu'est-ce qui est aux origines des conflits qui sont récurrents sur le continent. C'est vrai qu'on n'observe plus en réalité des tensions entre États, comme c'était entre l'Érythrée et l'Éthiopie, ça s'est apaisé. Ce qu'on a connu à une époque, la guerre mondiale d'Afrique, la guerre du Congo, et plusieurs pays se sont désengagés de ce pays, c'est resté une affaire un petit peu nébuleuse, une sorte de nébuleuse qu'il faut arriver à comprendre. Il y a maintenant d'autres défis qui se sont présentés dans l'entretemps, au niveau du Sahel. Le conflit du Sahel, on n'a pas vraiment parlé. C'est comme si on a essayé un petit peu de sous-traiter à la France l'affaire sahélienne, alors que c'est une affaire complètement africaine. On veut remettre la main sur le problème libyen, alors que dès le départ, c'était un problème 100% africain et qu'il fallait arriver à trouver des solutions. Tout cela montre un petit peu une sorte d'incohérence simplement parce que les chefs d'État où les États ne se donnent pas les moyens, en réalité, de la politique qui veut être menée. Et derrière, il n'y a pas un suivi réel pour pouvoir présenter quelles sont les avancées, quels sont les échecs, il faut le dire clairement, de ce qui a été proposé en amont. Sur une échelle de 4, on dira qu'on est à 50% Khalatad. Disons-nous, au fond, le cadre cognitif existe. La prise de conscience, on peut dire que la prise de conscience politique, elle est là, la volonté, elle est là. C'est peut-être les moyens qui font défaut. Moi, je ne pense pas que les moyens font défaut. C'est une question de volonté politique. Moi, je vais plus loin. Je me dis, est-ce qu'on se pose les vrais problèmes? Vous avez énuméré tout à l'heure que de l'ancêtre OUA jusqu'à aujourd'hui, autant de grands sommets avec de tels slogans ont eu lieu. Et il faut, à l'arrivée, voir quels sont les résultats. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Esma. Moi, je pense qu'au lieu de parler de faire taire les armes qui restent comme ça, il faut un produit d'accompagnement, comme il a dit. Qu'est-ce qu'il faut derrière pour faire taire ces armes-là? Or, le problème le plus important, au lieu de dire qu'il faut faire taire les armes, il faut s'attaquer à la cause, qui est la mauvaise gouvernance
puisque c'est de cela que partent les frustrations, les richesses mal réparties. C'est de cela que créent les conflits. Et après, si on ne règle pas ce problème... Dans une partie de notre émission... Vous en conviendrez avec moi que si on ne règle pas ce problème, les conflits profondes absolument hyper durs. De certains conflits sur le continent. Jean-Claude Félix Etchikaya, vous êtes géostratégiste. Qu'est-ce qui fait que la force africaine, en attente, a du plomb dans l'aile? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'a pas un bras armé capable, effectivement, d'intervenir sur les champs d'opération? Monsieur Mboyo a évoqué tout à l'heure le Sahel. Et on voit que dans cette région du continent, il y a beaucoup d'armées étrangères. Le projet a germé sous la présidence de l'ancien président malien, son nom m'échappe à chaque fois que Alpha Oumar Konaré, qui a été un très bon président d'ailleurs de la Commission de l'Union africaine. Mais on sent que la mise en place de cette force armée prend du temps. Mais là, vous rejoignez le monsieur Macky Mahamat, qui a pris la parole hier et qui a tensé, qui était très en colère sur une solidarité qui n'est pas effective à l'intérieur d'une Union africaine de 55 pays. Donc il y a beaucoup de phrases encore qui sont lancées. Ils seraient tous solidaires d'un point de vue discours ainsi. Ils leur adressent à leurs homologues qui sont sahéliens ou libyens ou plus en dessous, la Tanzanie, le Mozambique. Mais en termes de fonds et d'envoi de militaires, ben, là est la déconnexion ou voire le retard à l'allumage. Sauf que souvent nous sommes malheureusement opposés à des armées qui ne sont pas assez dotées. Mais il n'y a pas que l'armée qui n'est pas assez dotée, il y a d'autres éléments et champs de certaines sociétés africaines où la dotation est insuffisante. Sans compter la corruption endémique de beaucoup d'armées. Donc la formation des militaires, là, par exemple, sur le Sahel. Mais si on travaille sur la formation des militaires, ils seront plus performants sur le plan militaire. Mais si on ne s'attaque pas quand les fonds arrivent, quand le matériel militaire arrive, si on ne s'attaque pas à la corruption endémique, si on ne s'attaque pas aux régaliens. Donc on voit bien que malheureusement la situation sécuritaire et militaire sont à l'image de nombreux États qui ne sont pas assez efficients. Il y en a qui sont bien gouvernés. J'ai dit de nombreux. On est d'accord. Mais ceux, malheureusement, qui sont efficients sont un peu isolés. Et c'est eux qu'on entend le plus monter à la tribune et dire « Attendez, moi, je joue le jeu avec les deniers des concitoyens de mon pays, mais aussi avec les deniers des citoyens d'autres continents. » Donc, je vais vous prendre un exemple. Oui, s'il vous plaît. Sur l'agriculture, qui faisait partie, sur le fond de l'agriculture, qui faisait partie du G5 Sahel. Au départ, le G5 Sahel était seulement concentré sur le militaire et les sécuritaires. Oui. On a dit, attention, il faut aussi qu'il y ait un fonds pour le développement. Il y a eu donc un peu plus d'1 million de dollars. Ce qui est très insuffisant eu égard aux besoins. Certes, mais seulement 3,5% a été donné aux agriculteurs maliens. L'agriculture au Mali, c'est 40% des travailleurs. Jean-Claude Félix Etchikaya, dites-nous, vous êtes bien informé sur ces questions-là, mais celle-ci, elle est d'ordre ontologique et afrocentrée. Comment expliquer ce déficit de solidarité? Alors qu'il s'agit d'un continent où l'une des valeurs cardinales, c'est la solidarité. Pourquoi quand un État est en difficulté, on a les regards tournés plus vers l'extérieur que vers l'intérieur? Merci de votre question sur une vision qui serait afrocentrée. La plus grande partie de nos chefs d'État, ce n'est pas pour jeter au gémonies. Non, c'est pas le but de l'émission. Ceux qui sont âgés, effectivement. Je suis juste, je poursuis, sont très âgés. Donc là, je n'atteins pas ça leur... exclut la Non, juste, je finis. Je n'atteins pas leur âge. C'est qu'ils additionnent les décennies au pouvoir. Ils devraient être les gardiens de cette tradition de solidarité. Sauf que de manière effective, ils sont plus solidaires parfois de manière népotique, de manière clanique, que pour leur souveraineté nationale et notamment pour la communauté nationale et régionale. Alors, donc c'est comme le droit d'aînesse dans nos populations. Elles ne sont pas toujours
démocratique. Donc il ne s'agit pas de jeter aux gémonies ceux qu'on pourrait appeler les personnes âgées et donner toutes les vertus à la jeunesse qui est majoritaire au continent. Il ne s'agit pas de l'âge, il s'agit du projet. Quelle est la valeur programmatique en acte de ce que vous venez de dire, et notamment sur une sécurité qui est en place et un monde militaire très rapidement qui est debout. Patrick Mboyo, la vraie question aujourd'hui, pour moi, c'est qu'il s'est arrêté de faire une émission si c'est pour constater l'échec total de cette organisation, si c'est pour constater son inutilité totale. Non. La réflexion que j'aimerais qu'on mène dans cette émission, c'est y a-t-il un potentiel sur lequel bâtir quelque chose? Évidemment, il y a un potentiel, un fort potentiel en Afrique. Et ce potentiel... Je parle de l'Union africaine. L'Union africaine peut avoir une réelle utilité pour pouvoir faire émerger ce potentiel. Le potentiel, il existe, mais il faut savoir comment le faire émerger. Et là, mon idée, ce que je pourrais proposer pour la décennie qui commence, c'est d'arriver à mettre en place une thématique de la décennie. On peut avoir d'autres thèmes par chaque année, mais la thématique de la décennie, pour cette décennie, ce serait la mutualisation des moyens. C'est une forte thématique dans la mesure où... C'est ce qui se fait déjà dans le cadre du G5 Sahel. En fait, ce n'est pas suffisant. Parce que quand je vois le Tchad, qui pour envoyer des militaires au Niger, c'est un pays frontalier du Tchad, attend que l'Arabie Saoudite débourse l'argent ou que la France lui donne des moyens pour que le gouvernement tchadien aille sécuriser le Niger, je trouve que cette problématique, c'est le manque de sagesse. Parce que j'arrive, Richard Togbé, pourquoi c'est un manque de vision en réalité? Parce que si aujourd'hui le Niger est déstabilisé, le Niger va devenir une source de déstabilisation pour le Tchad. Tous les conflits qui se passent en Afrique arrivent toujours à affecter les pays voisins d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut s'en sortir aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons des conflits armés. La mutualisation des moyens, surtout pour ceux qui se retrouvent faibles, consiste à faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Alors, et c'est ce qui fait aujourd'hui la force des organisations comme l'Union européenne. Lorsque le nord du Mali a été occupé, ce sont des soldats tchadiens qui triomphalement étaient rentrés dans Kidal pour libérer Kidal en attendant que l'armée... non, c'était d'abord l'armée française qui a bombardé la première. Les éclaireurs. Et d'ailleurs, le Tchad a consenti des normes. Je parle sous votre contrôle, vous qui êtes tchadien. Le Tchad a consenti des normes. Moi, je pense que même si on n'est pas d'accord avec le régime tchadien, il faudrait quand même saluer le fait que, à l'échelle continentale, le Tchad a eu à envoyer des hommes au Mali. Et d'ailleurs, je le dis, je prends en contre-pied. Je parle du Niger. Moi, je n'ai pas parlé du Mali. Oui, mais je parle du Niger. Je reviens même au Niger. Pour le cas du Niger, il faut dire, il y a un précédent. C'est que quand l'armée tchadienne s'est engagée au Mali, c'était avec autant de promesses. Allez-y, on accompagnera. Or, il n'y a pas eu d'accompagnement. Bon, entend le prix du barou du pétrole a chuté. Non, mais c'est pour dire simplement que le Tchad aujourd'hui, si le Tchad se retrouve dans une crise, c'est à cause de non-accompagnement. Mais je reviendrai sur l'aspect solidarité. Voilà, je propose qu'on marque d'abord une coup de pause et je reviens tout à l'heure vous donner la parole et vous embrayerez sur, effectivement. Excusez-moi, messieurs la régie, on marque une coup de pause. On revient tout à l'heure, vous aurez la parole pour continuer, bien entendu. Merci, à tout de suite.